Tous et à toutes, chers amis du CEVIPOF et de la revue civique, euh, d'être présents pour cette séquence nouvelle de notre série que nous lançons, qui s'appelle Questions de confiance, pour creuser le sillon de la réflexion et des propositions sur les enjeux de confiance qui sont devenus des enjeux de société. Et merci aux amis du CEVIPOF et à Martial Foucault ici présent et aux amis de la revue civique de converger pour écouter et échanger avec notre invité du jour, notre personnalité du jour, qui est le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Mestre, qui, dans un agenda très chargé, il va nous le dire pourquoi tout à l'heure, néanmoins a tenu à être présent pour ce rendez-vous de cette séquence qui va durer tout au long de l'année. Donc, merci beaucoup, Roch-Olivier Mestre. On est ravis de vous avoir, d'échanger avec vous, pour vous présenter rapidement, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément très bien, même si on connaît l'importance de la haute autorité de l'audiovisuel. Vous êtes né à Meknès, au Maroc. Vous avez fait toute votre carrière, votre brillante carrière au service de la culture et de la communication. Vous avez été étudiant à Sciences Po, puis à l'ENA, mais vous avez aussi un bagage de sciences économiques. Vous avez d'abord été administrateur de la ville de Paris, puis conseiller du ministère de la Culture. Vous avez été aussi un temps, alors je ne vais pas citer toutes les fonctions que vous avez eues, elles sont nombreuses et prestigieuses, mais vous avez été un temps directeur général de la Comédie Française. Et c'est vrai que je regarde juste parce qu'on me signale que ma batterie pourrait faiblir, donc je vais faire en sorte de ne pas être déconnecté. Mais en tout cas, vous avez eu un parcours au sein du monde de la culture et vous êtes un passionné de théâtre et de cinéma. Vous avez été médiateur du cinéma pendant une période. Concernant les médias, puisque c'est le sujet qu'on va évoquer, vous avez notamment travaillé à l'élaboration de la loi centrale sur la liberté de la communication audiovisuelle et aussi, entre autres choses, vous avez piloté le dossier de 2010 à 2011, je crois, de la distribution de la presse, le sujet Prestalis, qui était très important et qui le reste, la question de la distribution de la presse, et aussi piloter le dossier de la réforme des aides fournies à la presse. Vous avez été longtemps, vous avez beaucoup œuvré à la Cour des comptes aussi. C'est votre corps, comme on le dit pour les élèves de l'ENA. Vous avez été président de chambre et rapporteur général. Et puis, auprès d'un président de la République nommé Jacques Chirac, vous avez été auparavant à l'Élysée, conseiller éducation, culture et communication donc du chef de l'État Jacques Chirac. Et c'est en février 2019 que vous avez accédé à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette haute autorité administrative indépendante et à direction collégiale aussi d'ailleurs, qui assure une vaste mission, vous allez nous la rappeler, de régulation qui à la fois a des enjeux techniques, mais aussi des enjeux non techniques qui sont importants et des enjeux donc on peut qualifier de société pour l'audiovisuel, donc les radios et les télévisions, mais aussi et de plus en plus à l'avenir élargit votre mission à ce qui concerne les nouveaux médias numériques et les réseaux sociaux. Donc pour toutes ces raisons, vous êtes au cœur de l'actualité de cette articulation parfois délicate et difficile entre confiance et médias. Et merci de votre présence, Roch-Olivier Mestre. On est ravis et personnellement très heureux pour la revue civique de vous accueillir. Et Martial Foucault a aussi souhaité cette séquence parce que le CEVIPOF pilote un baromètre annuel devenu de référence. Merci Martial de nous en dire quelques mots. Oui, bonjour tout le monde. Merci Jean-Philippe, bonjour Roch-Olivier Mestre. Un grand merci au nom du CEVIPOF et la revue civique d'être avec nous ce matin. Je ne vais pas dire de très bonne heure, mais c'est matinal par rapport à la programmation des autres entretiens que nous avons déjà eu. Moi, je vais effectivement en 2 minutes peut-être vous indiquer les raisons pour lesquelles votre participation et votre présence avec nous ce matin est très importante pour discuter un des éléments qui revient dans notre baromètre de la confiance politique qui a démarré en 2009,
Et c'est vrai que parmi une liste d'organisations et d'institutions, nous avons une longue série qui nous indique que la confiance des Français vis-à-vis des médias est très basse. Et elle est confirmée notamment par le baromètre des médias qu'organise aussi la Croix et qui est très précieux chaque année. Et je dirais qu'il y a deux problématiques qui nous semblent très intéressantes à partager, à discuter ce matin, dans la perspective d'un moment qui nous est cher, nous, chercheurs au CEVIPOF, qui observons les séquences électorales. Quand on pense à la prochaine élection présidentielle, on peut se dire que de nouveau, par rapport à la précédente, les médias joueront un rôle d'information pour les électeurs, pour être pleinement informés, s'ils le souhaitent, avant un choix de vote, mais aussi, d'une certaine manière, comme le mot a été employé par Jean-Philippe tout à l'heure, la question de la régulation ou de la réglementation. Je crois que c'est important dans le débat franco-français que ces deux termes ont deux acceptions d'un point de vue totalement différentes. Et il est vrai que ce que l'on observe, et vous êtes aux premières loges pour l'observer, que la défiance des Français vis-à-vis des médias, c'est un Français sur 4, selon les enquêtes, ou un Français sur 3 qui a confiance dans les médias traditionnels. On était très surpris au CEVIPOF d'observer que la confiance des Français vis-à-vis des nouveaux médias, les réseaux sociaux, qui n'ont pas la même finalité que les médias traditionnels, la confiance est encore plus basse. Donc il y a à la fois une sorte de jeu très curieux, j'allais dire d'attirance, mais aussi de répulsion vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors, si on se projette sur la prochaine élection présidentielle, j'aimerais avoir votre avis, votre analyse sur quel rôle le CSA, comme autorité de régulation, peut-il avoir vis-à-vis de ces nouveaux médias. Et là, on a parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi d'autres médias, des médias dont on a vu qu'ils pouvaient avoir un rôle lors de la précédente élection présidentielle américaine. Donc, quel rôle peut avoir le CSA? Est-ce que c'est un rôle aussi légitime vis-à-vis de ces entreprises privées de production ou de circulation d'informations, d'ailleurs plus que de production, je crois que c'est tout l'enjeu, est-ce que ce sont des entreprises de presse ou pas? Et puis une deuxième question, quel rôle ou quelle logique est-il souhaitable d'attendre du CSA dans cette restauration de la confiance? Est-ce que le CSA peut avoir un rôle? Parce qu'on se dit, si la confiance n'est pas là vis-à-vis des médias, peut-être que les Français doutent de la sincérité de l'information des médias traditionnels, mais ils peuvent aussi considérer que toute l'information n'est pas partagée, ou qu'une certaine information ne correspond pas à leur propre croyance d'une information. Et donc, est-ce que, je dirais, c'est du ressort, du périmètre du CSA d'intervenir? On présente souvent le CSA comme un gendarme, mais peut-être qu'il n'est pas si gendarme que cela. Et au fond, on serait très heureux de vous entendre comme à la fois autorité, institution, capable de jouer un rôle dans la restauration de la confiance. Voilà, merci infiniment encore d'être parmi nous ce matin. Merci beaucoup, cher Martial Foucault. Merci beaucoup également, cher Jean-Philippe Moinel, de votre invitation à la suite de la publication donc, du nouveau baromètre de la confiance politique que vous avez présenté en février, qui est toujours une publication très enrichissante, très précieuse, tant elle nous éclaire sur l'état de l'opinion. C'est vrai, Martial, ce que vous avez dit, par ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve placé de fait au cœur de ce débat sur la confiance dans notre pays, à un double titre, je dirais. D'une part, parce que la défiance touche toutes les institutions, on le voit bien dans votre baromètre, et que le Conseil est lui-même une institution publique, très clairement perçue comme telle par nos concitoyens. Et d'autre part, vous l'avez dit, parce que cette défiance affecte tout particulièrement les médias et les réseaux sociaux, à l'égard desquels le Conseil est compétent. Et j'ai été frappé moi-même du chiffre du baromètre que vous avez rappelé. Donc, seuls 28% des sondés ont déclaré avoir très ou plutôt confiance dans les médias et 17% dans les réseaux sociaux. Et on ne trouve en réalité que les partis politiques pour obtenir des résultats encore moins favorables. Et il est vrai que les grandes crises qui ont traversé notre pays ces toutes dernières années, je pense au mouvement des Gilets jaunes ou à la crise sanitaire que nous traversons,
se sont traduites par des mouvements de défiance à l'égard des institutions, à l'égard des médias et des réseaux sociaux. Et c'est dans ce contexte de défiance prononcée et prolongée qu'évolue une instance comme le Conseil, une instance qui est elle-même en profonde transformation, profonde mutation. Elle va devenir prochainement d'ailleurs l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Nous allons changer d'appellation à la faveur d'un projet de loi qui est présenté aujourd'hui même d'ailleurs en Conseil des ministres. Les deux observations que je voulais faire dans mon préambule, c'est d'abord de rappeler que le Conseil, par son statut d'autorité publique indépendante, se trouve dans une position particulière puisqu'on est une administration qui ne reçoit pas d'instructions du gouvernement. Jean-Philippe Moinet l'a rappelé tout à l'heure, une institution collégiale composée de 7 membres, nommés par des autorités différentes, validées par les commissions compétentes du Parlement. Et nous rendons compte, cette instance collégiale rend compte directement de son activité au Parlement. Mais elle statue sur les dossiers dont elle est saisie, sur ses compétences, en toute indépendance. Et d'ailleurs, je relève incidemment que cette catégorie particulière de notre paysage administratif, ce qu'on appelle les AI ou les API, n'est pas testée dans le baromètre du CEVIPOF. Donc, je fais cette petite suggestion. Il y a peut-être matière à réfléchir aux conséquences de ce positionnement institutionnel particulier sur la confiance des citoyens. La deuxième observation que je voulais faire en préambule, c'est qu'en observant la dynamique de la confiance dans les médias, à travers le baromètre que publie La Croix, notamment depuis 1987, on constate des résultats qui sont assez contre-intuitifs en réalité. Ces dernières années, peut-être du fait d'un intérêt accru pour l'information, la crédibilité des médias audiovisuels, la radio et la télévision, est plutôt à la hausse dans ce baromètre. Et donc, le discours pessimiste et un peu résigné sur la confiance dans les médias, qui est très présent aujourd'hui, et que votre baromètre relève, doit quand même être relativisé. Il y a peut-être quand même des signaux d'espoir. Mais ceci dit, donc, cette constante d'une défiance incontestable que vous mesurez doit nous interroger. Et la réponse à cette défiance, chacun sans doute, ne relève pas que de la seule compétence du Conseil. Pour les champs de compétences qui sont les nôtres, donc les médias audiovisuels et les plateformes de contenu, cette réponse passe aussi par l'action des opérateurs eux-mêmes. Et certaines initiatives dirigées vers les publics doivent de ce point de vue être saluées. Je pense au développement de la médiation qu'on trouve chez beaucoup de ces opérateurs maintenant, les opérations portes ouvertes, les consultations citoyennes. Radio France et France Télévisions en ont conduit ces dernières années. Et plus généralement, je dirais, l'éducation aux médias et à l'information qui s'impose comme un chantier absolument déterminant dans lequel chacun doit jouer son rôle, les opérateurs, l'éducation nationale et le régulateur que nous sommes, bien évidemment. Nous avons d'ailleurs signé il y a quelques mois une nouvelle convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour développer nos actions de formation en direction des enseignants sur l'éducation média dans les académies. Et puis surtout, j'ai la conviction que les missions même du Conseil peuvent contribuer à la confiance, que ce soit à l'égard des médias audiovisuels ou à l'égard des plateformes de contenu et des réseaux sociaux. Et c'est peut-être les deux points sur lesquels je voudrais insister maintenant, si vous me le permettez. L'une des vocations principales de la régulation d'un secteur économique, c'est bien sûr de trouver l'équilibre économique et concurrentiel de ce secteur. Et en matière de médias audiovisuels, cela revient tout particulièrement à préserver le pluralisme de notre paysage. Car la régulation du secteur, je le rappelle, est toute récente en fait. Elle date du début des années 80, au moment où on a fait le choix de mettre fin au monopole d'État sur l'audiovisuel. Début des années 80, la télévision et la radio, c'était l'État. Et ce n'est qu'au début des années 80 qu'on a commencé à libérer le paysage. La radio d'abord, avec la libération de la bande FM, en 1981, et puis ensuite la création de Canal+, la privatisation de TF1, plus tard
la création des chaînes de la TNT. Donc c'est un paysage qui s'est ouvert, qui s'est diversifié relativement récemment. Et je crois que le pluralisme de notre paysage est un élément tout à fait essentiel pour la confiance dans les médias audiovisuels. C'est l'existence d'une diversité de médias disposant chacun d'une liberté et d'une ligne éditoriale propre, de médias qui soient à la fois nationaux et de proximité, de médias qui s'adressent aux différents publics, de médias suffisamment solides pour porter pleinement leur mission, notamment avec des rédactions professionnelles. Ce pluralisme-là, cette diversité-là, est à mon sens une condition majeure de la confiance. Et de ce point de vue, un fait tout à fait notable est que le média dans lequel les publics ont le plus confiance, hein, devant la presse écrite, est aussi celui dans lequel le pluralisme est le plus fort, c'est le média radio. Selon le dernier baromètre de la Croix, 52% des sondés déclarent, je cite, que les choses se sont passées comme la radio les raconte. Une jolie expression. C'est 10 points de plus que pour la télévision. Et je pense que c'est à corréler vraisemblablement avec le fait qu'on a une densité de stations de radio dans notre pays qui est absolument formidable. 1000 stations de radio qui existent en métropole et outre-mer. Par ailleurs, pour garantir la confiance dans les médias audiovisuels, la régulation économique est loin d'être le seul outil. D'autres missions du Conseil, je crois, peuvent contribuer à cette confiance. J'ai évoqué tout à l'heure notre action en matière d'éducation aux médias, mais on pourrait penser, vous l'avez évoqué, Martial, à nos missions en matière de pluralisme politique, notamment en période électorale, qui est l'une des missions fortes du CSA. Mais je pense également à nos missions sociétales. C'est une des particularités de la régulation du paysage audiovisuel, c'est de considérer que les médias ont des responsabilités sociétales et le CSA est chargé de payer tout partout. Je crois que l'élément de confiance, c'est aussi que les médias tiennent compte des aspirations de notre société. Je pense à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense aussi à la juste représentation de la diversité de celles et ceux qui composent notre société. Pour avoir confiance dans nos médias, il faut retrouver. Et les choses... il faut que les médias, de ce point de vue-là, luttent contre les invisibilités. On doit retrouver sur nos écrans les périphéries, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de précarité. Et nous sommes, nous, très attentifs au CSA à ces questions, en publiant notamment des baromètres annuels. Je pense à notre baromètre sur la place des femmes dans les médias, qui nous permet de mesurer chaque année l'évolution des choses. Je pense au baromètre que nous publions également tous les ans en matière de diversité. Je pense aux engagements que nous demandons aux opérateurs de prendre tous les ans sur cette question de la diversité, justement, où je pense à des opérations comme celles qu'on mène chaque année en faveur du sport féminin. Ce type d'actions, qui sont de nouveaux instruments pour le régulateur, contribuent, me semble-t-il, au développement de la confiance. Et en tout cas, je le dis souvent, il est essentiel que les médias ressemblent à la société. Ils doivent exprimer ce qui traverse la société, mais ils doivent aussi ressembler à la société. Et enfin, je ne serais pas complet vis-à-vis des médias audiovisuels si je n'évoquais pas notre mission en matière de déontologie des programmes. C'est sans doute notre mission la plus connue. Vous avez fait référence à cette expression que personnellement je n'aime pas beaucoup, de gendarme de l'audiovisuel, mais c'est une formule commode qui nous est souvent appliquée. C'est effectivement la mission qui est peut-être la plus connue pour nous. C'est aussi une mission qui soulève souvent des malentendus. Mais toujours est-il que lorsque certaines limites posées par la loi, ou par les règlements, ou par les conventions qui lient les opérateurs de radio et de télévision au CSA sont franchies, je pense à l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, à la discrimination, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, nous pouvons être amenés, nous sommes amenés à intervenir et à sanctionner les opérateurs. C'est une faculté qu'on utilise régulièrement, de façon mesurée, hein, quand on regarde les chiffres et au regard du nombre d'opérateurs autorisés. Pourquoi? Parce que, et ça aussi je tiens à le souligner ce matin devant vous,
La loi de 86 que nous mettons en œuvre, c'est fondamentalement une loi de liberté. Elle s'appelle d'ailleurs loi relative à la liberté de communication. Elle est aux médias audiovisuels, toute proportion gardée, ce que la loi de 1881 a été pour la presse écrite. Cette liberté de communication, cette liberté éditoriale, nous en sommes les garants. Et donc, on est amené à intervenir quand il y a des manquements au regard des obligations qui sont posées par la loi, mais le CSA n'est pas pour autant un tribunal de l'opinion. Même si on nous saisit quotidiennement, et même si ces saisines peuvent révéler une certaine forme d'intolérance, nous sommes très vigilants à préserver la liberté d'opinion. Il ne peut y avoir de confiance dans les médias que si l'ensemble des points de vue qui traversent la société française peuvent s'y exprimer. Si les médias ne portent pas le débat public, où est-ce qu'il s'exprimera? Et donc, il est très important de préserver cette liberté, y compris sous des formes polémiques. Après tout, n'oublions pas que nous sommes au pays de Voltaire. Et les prérogatives du Conseil ne peuvent remplacer cette exigence déontologique qui est inhérente au travail des rédactions. Et cette intervention du CSA en matière déontologique ne peut pas se substituer non plus au rôle du juge pénal, qui est seul compétent pour connaître de la responsabilité des auteurs des propos tenus. Je le dis souvent, quand on est amené à sanctionner une chaîne, c'est l'éditeur que nous sanctionnons. Ce n'est pas l'auteur des propos. L'auteur des propos engage, lui, sa responsabilité devant le juge pénal. Nous-mêmes, c'est l'éditeur que nous sanctionnons s'il manque à ses obligations. Quoi qu'il en soit, donc, ma conviction est que c'est par la combinaison de ces différentes missions que je viens de rappeler qu'on peut renforcer la confiance dans les médias audiovisuels. Mais ça sera peut-être mon second point, si vous le permettez. On ne peut pas ignorer aujourd'hui les nouveaux modes d'accès à l'information que sont les plateformes et les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que ce soit des médias à proprement parler, mais en tout cas, ils occupent un rôle croissant, sinon dominant. Là, on sait qu'il y a beaucoup à faire pour contribuer à la confiance dans les contenus que ces plateformes véhiculent. Les symptômes de ce qu'on a appelé le désordre informationnel sont bien connus. Le poids des discours complotistes, la manipulation, la viralité des propos haineux. Je le rappelais tout à l'heure, selon le baromètre de la Croix, seuls 19% des sondés ont confiance dans les informations qui sont publiées par leurs contacts sur les réseaux sociaux. Et ce qui me frappe alors sur cette question des plateformes et des réseaux, c'est la vitesse avec laquelle les opinions publiques mondiales sont en train d'évoluer, du fait justement de la méfiance croissante à l'égard de ces plateformes et des contenus qu'elles véhiculent. On voit le débat qui est engagé aux États-Unis d'Amérique sur ce qu'on appelle la section 230, le régime de responsabilité, je serais tenté de dire le régime d'irresponsabilité des plateformes. On voit les initiatives en Europe. La Commission européenne a présenté en décembre de l'année dernière un nouveau projet de règlement, 20 ans après la directive e-commerce. Ce nouveau projet de règlement créerait un nouveau régime de responsabilité pour ces acteurs systémiques de l'Internet pour mieux répondre aux besoins de protection qu'expriment aujourd'hui les opinions publiques. Quand Internet est apparu, pendant longtemps, y compris par ses créateurs, perçu comme un espèce de nouveau paradis, une zone de liberté absolue où l'État ne devait surtout pas intervenir, un espace d'échange, de contact, d'accès à la connaissance, à la culture, un espace de démocratie directe. 20 ans après, les choses ont beaucoup évolué. Des phénomènes comme ce qu'on a vécu à Christchurch avec ce massacre retransmis pendant 17 minutes en direct sur Facebook, le développement des contenus haineux font que les opinions publiques aujourd'hui sont en demande de protection accrue. Et en France, donc, les choses sont en train de bouger et le CSA est en train d'évoluer dans ses compétences en la matière. Ça a commencé en 2018 avec la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui impose maintenant à ces grands acteurs de mettre en place des dispositifs de signalement et de déployer en même temps des mesures pour mettre en avant par leurs algorithmes des contenus fiables. Et le Conseil est chargé donc de dresser un bilan d'application de cette loi. On a
produit notre premier rapport l'année dernière. On est en train de préparer le second qui sera publié au mois de juillet prochain. En matière de lutte contre les contenus haineux, un observatoire de la haine en ligne a été créé par la loi en 2020, placé auprès du Conseil, qui associe les chercheurs, les associations, les administrations et puis les opérateurs eux-mêmes. La loi séparatisme, qui est en cours d'examen au Parlement, va également nous donner des compétences nouvelles dans la lutte contre les contenus, contenus haineux sur Internet. Je crois que Cédrico a eu l'occasion de l'évoquer devant vous récemment. Et oui. Puis, je viens de le dire, donc l'Union européenne travaille donc sur un nouveau projet de règlement, le Digital Services Act, qui vise à mettre en place un cadre de régulation adapté pour ces grands opérateurs, et le CSA sera probablement amené à jouer un rôle important. Donc là, c'est au-delà des médias audiovisuels que nous régulons, c'est une nouvelle forme de régulation qui se dessine. Il ne s'agit pas de réguler Internet, ce qui n'aurait pas de sens, ni de dupliquer exactement ce qu'on fait vis-à-vis des médias traditionnels, les télévisions et les radios, mais c'est un tiers modèle qui n'est pas le laisser-faire qui prévaut aux États-Unis, ni le contrôle étatique des contenus, modèle stato-centré. C'est un modèle qui repose sur la responsabilisation des acteurs eux-mêmes, la responsabilisation des plateformes de contenu, avec des acteurs à qui on impose des obligations de moyens, à qui on impose des obligations de transparence et une obligation de collaboration avec un régulateur indépendant. Et ça me paraît vraiment une évolution très importante parce qu'on a bien vu que l'autorégulation de ces acteurs ne fonctionnait pas. Et même au plan de la simple démocratie, laisser ces acteurs décider seuls et non pas dans un cadre posé par des autorités légitimement désignées pose problème. La coupure d'un compte de telle ou telle personnalité élue ne va pas de soi dans une démocratie, quoi qu'on puisse en penser. Et donc, c'est très important de voir l'Union européenne aujourd'hui se doter, ou en tout cas s'engager dans la voie de se doter d'un nouveau cadre de régulation, ou de voir les États-Unis le faire. Et pour nous, c'est bien sûr un enjeu d'avenir très, très important par rapport aux missions que nous portons. Je terminerai là pour dire que, bien évidemment, cette transformation, ce nouveau champ de régulation, c'est un grand défi pour notre institution. Mais je suis convaincu que, justement, cette approche pour plus de transparence, plus d'objectivation des phénomènes, l'obligation de rendre compte, la publication de données qui vont être imposées à ces acteurs contribuera au rétablissement d'une confiance avec ces acteurs. Voilà, pardon, j'ai peut-être été un tout petit peu long dans mon propos introductif, mais vous l'avez compris, voilà, le CSA est dans une phase de mutation, le mot n'est pas trop fort, pour embrasser, pour épouser son temps, je dirais, son époque, et s'adapter à une transformation du monde des médias qui est phénoménale et très rapide en ce moment. Merci beaucoup, Roch-Olivier Mestre. Pas de scrupule du tout à pouvoir approfondir, au contraire, ces questions qui sont, on voit bien, plurielles, et je retiens la combinaison des actions que vous pouvez mener collégialement, et je tiens à saluer le rôle que vous avez quand même sur ce sujet qui, effectivement, nous sommes au début d'une ère de régulation, moins pour l'audiovisuel classique que pour les enjeux numériques. Et c'est vrai qu'il faut saluer, tout en préservant effectivement les libertés totales éditoriales des opérateurs de l'audiovisuel, l'enjeu aussi de la vigilance que vous avez, soit à saisir la justice quand il se fait nécessaire, soit même à sanctionner certains opérateurs qui peuvent dériver au-delà de l'entendement des valeurs de notre République. Et donc, merci en tout cas pour cette synthèse. Nous avons la possibilité de poser des questions, et donc Martial pourra prolonger son questionnement à votre endroit. Je voulais signaler que vous pouvez, les amis du CEVIPOF et de la revue civique, par la petite option en bas d'écran, questions, poser votre question. J'ai un ami de la revue civique, François Erdenwein de La Croix, justement, qui pourra poser une question peut-être oralement tout à l'heure, sachant que nous avons un ami de la revue civique qui est Roger Kuckerman, l'ancien président du CRIF, qui pose une question à vous-même, Roch-Olivier, à savoir
comment faire? Est-ce que vous avez une possibilité d'agir auprès des GAFA, ces géants du numérique, pour qu'ils dévoilent à la fois leurs moyens, leurs méthodes, quand il s'agit d'opérer des médiations sur ces fameux réseaux sociaux? Quels sont les GAFA les plus, entre guillemets, possiblement coopératifs pour une régulation et ceux qui le sont moins? Alors, c'est bien sûr une excellente question. Je suis très heureux de saluer Roger Kuckerman, que je connais bien, et avec qui on a longtemps travaillé, notamment dans les années que j'ai passées à l'Élysée, que vous avez rappelé tout à l'heure, cher Jean-Philippe. Alors, ce que je dirais, je disais que les opinions publiques avaient beaucoup évolué, et que du coup, les États étaient en train d'évoluer, et que les réglementations étaient en train de bouger. L'administration Biden est en train d'ouvrir le chantier de la réforme de la section 230 aux États-Unis. L'Union européenne est en train d'engager la création d'un nouveau règlement européen, donc le DSA que j'ai évoqué tout à l'heure. Au-delà de cette évolution, les plateformes elles-mêmes sont en mouvement. Ces grands acteurs comprennent que, bien évidemment, s'ils ne se mettent pas eux-mêmes en mouvement pour prendre en compte l'évolution des opinions publiques, ils s'exposeront à des difficultés. Alors, aux États-Unis, ça se traduit par les enquêtes en cours au titre de l'antitrust, très, très fortement menées par le département de la justice américain et par les procureurs fédéraux, mais ça se traduit aussi par des réflexions sur une nouvelle approche en matière de régulation. Et on voit ces acteurs, Mark Zuckerberg fait régulièrement des déclarations, et son entreprise prend également beaucoup d'initiatives pour mieux réguler les contenus, pour se doter à la fois par des outils d'intelligence artificielle, mais aussi par des équipes humaines, pour mieux assurer la modération, comme on dit, de ces plateformes. Et je suis frappé pour ce qui nous concerne, depuis 2 ans que je préside l'institution, mon dialogue se fait maintenant, j'allais dire presque quotidiennement, avec Facebook, avec Google, avec Twitter, y compris avec les équipes américaines quand elles viennent en Europe, qui finalement sont assez coopératives. C'est aussi intéressant pour eux de dialoguer avec le régulateur pour s'améliorer, pour progresser, au-delà du strict cadre législatif qui se déploie en ce moment. Voilà, alors ce que je crois, pour répondre plus directement à la question de Roger Kuckerman, c'est on ne peut pas laisser ces acteurs s'auto-réguler seuls. Ces acteurs sont trop puissants, ont trop de poids, et on a bien vu toutes ces dernières années que l'autorégulation ne marchait pas. L'Union européenne a déployé un code de bonne conduite. On a bien vu que ces acteurs nous racontaient du storytelling, mais voilà, le seul code de bonne conduite et la seule bonne volonté de ces acteurs ne pouvaient pas suffire. Donc il faut que les instances politiques démocratiques des États fixent un régime de responsabilité, imposent à ces acteurs, je l'ai dit, des obligations de moyens, des obligations de transparence, qu'on confie à un régulateur indépendant des États, puisqu'on est dans le champ des libertés publiques, le soin de superviser la mise en œuvre de ces obligations. Il n'y a que comme ça qu'on pourra agir. Il faut d'un côté que le juge soit présent pour que celui qui véhicule des contenus haineux sur Internet, par exemple, engage sa responsabilité et soit sanctionné par le juge. Mais il faut en même temps imposer à ces acteurs un régime de responsabilité propre dont la supervision soit confiée à un régulateur indépendant. C'est comme ça qu'on pourra progresser. Et je trouve que l'Union européenne, de ce point de vue-là, avec son projet de règlement, voilà, est en train de dessiner ce tiers modèle de régulation respectueux de nos valeurs, respectueux de la liberté d'expression, mais en même temps soucieux de répondre à la demande de protection des publics, tout simplement, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Merci beaucoup, Roch-Olivier, d'avoir répondu à la question notamment de Roger Kuckerman, que nous saluons tous. Martial Foucault, peut-être vous avez un questionnement complémentaire à évoquer, sachant que une Je n'ai question... peut-être pas répondu à votre question sur le pluralisme, Martial, tout à l'heure. Non, mais j'ai posé en introduction. En fait, je vois plusieurs questions qui sont partagées avec nous de David Lacomblède et Thierry Vedel. Peut-être que je peux me faire le
le porte-parole de ces deux questions et qui se rejoignent. La première de David Lacomblette qui revient sur, effectivement, on a pu constater lors de la campagne présidentielle aux États-Unis un rôle nouveau que se sont attribués un certain nombre de chaînes d'information. Et je reprends les propos de David Lacomblette, certaines de ces chaînes coupant la parole pendant des directs, prenant des positions très, très fermes à l'endroit de certains candidats. Et que, constatant en France, est-ce que, on dit souvent, la France réagit avec 10 à 15 ans de retard à ce qu'on peut observer aux États-Unis, notamment dans la question du numérique ou des médias? Est-ce que l'on peut, si on devait s'attendre à une telle évolution, que l'on peut peut-être ne pas souhaiter, mais est-ce que le CSA peut nous prémunir d'une telle évolution? Et si oui, comment? Et puis la question de Thierry Vedel, chercheur au CEVIPOF, spécialiste des médias, qui indique qu'effectivement, il y a eu un travail important d'éducation aux médias et d'éducation pour que ce rapport de confiance aux médias ne s'étiole pas complètement. Alors oui, 25%, 30%, c'est déjà très bas, mais ça peut être pire. Hein. On sait que les institutions comme les partis politiques sont encore plus bas. Donc, quel type d'éducation, malgré ces efforts depuis 20 ans, quel type d'éducation aux médias et à l'information préconisez-vous dans le périmètre de votre champ d'action? Alors, la question du pluralisme est très centrale au CSA. Si vous me permettez un tout petit rappel historique, dont je disais tout à l'heure que notre paysage audiovisuel s'était transformé à partir du début des années 80, au moment où on a mis fin au monopole de l'État sur l'audiovisuel, qui était quand même une anomalie pour une démocratie, d'avoir 100% de la télévision et 100% de la radio contrôlés par l'État, c'était quand même une curiosité. La première étape, ça a été l'une des premières étapes les plus marquantes, ça a été, moi je l'ai vécu en direct, puisque Jean-Philippe le rappelait tout à l'heure, j'étais au cabinet de François Léotard quand cette opération s'est faite, ça a été la privatisation de la première chaîne de télévision française, qui est devenue TF1, et qui a été donc rachetée, comme chacun le sait, par le groupe Bouygues. Et donc la préoccupation du législateur en 86, ça a été tout de suite de poser le principe du pluralisme. Et on comprend bien, la première chaîne de télévision à l'époque, il y avait très peu de chaînes de télévision en France, on les comptait sur les doigts d'une main. La première chaîne de télévision, elle avait une audience absolument massive. Et à partir du moment où on confiait cette chaîne à un opérateur privé, le risque était très grand, bien évidemment, que cette chaîne à très forte audience ne véhicule qu'une ligne politique d'un acteur, quel qu'il soit. Et donc le législateur a d'emblée posé l'obligation du pluralisme et a confié comme mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle donc, de l'équité et de veiller au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Donc les chaînes de télévision, toutes les chaînes de la TNT ont l'obligation de nous communiquer tous les mois la liste des personnalités politiques qu'elles ont invitées, les temps de parole, et nous procédons nous-mêmes à des vérifications et nous assurons, sur une base trimestrielle, nous assurons de l'équilibre de cette équité en rapport avec le poids politique de chacun de ces courants d'opinion, tels qu'on peut les mesurer à travers les élections ou les représentations au Parlement. Et c'est un dispositif, donc ce dispositif du pluralisme, qui est renforcé de manière accrue en période électorale, puisque alors, le summum, si je puis dire, étant l'élection présidentielle, puisque pour l'élection présidentielle, les médias ont l'obligation, pendant toute la période de la campagne, de traiter les différents candidats sur un plan de stricte égalité. Pour les autres élections, le CSA impose un principe d'équité, donc on prend en compte le poids de tel ou tel acteur, de telle ou telle liste, de tel ou tel candidat. Donc toutes les chaînes sont tenues, et ça c'est une très grosse différence avec le monde des médias anglo-saxons et notamment américains auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, sont tenues de respecter ces règles du pluralisme. Alors elles peuvent avoir une tonalité, elles ont bien sûr une liberté éditoriale, mais en tout cas dans le traitement de l'actualité politique, elles sont tenues de respecter ces règles, y compris et a fortiori, je dirais, en période électorale. C'est une singularité de notre paysage, parce que si on se réfère à la presse écrite n'est pas du tout sur ce modèle. Notre presse écrite, en 1881, quand la loi de 1881 est votée, c'est une loi fondatrice de la République qui permet justement l'explosion de la presse écrite
et en l'occurrence l'explosion d'une presse d'opinion, alors qui peut voir sa responsabilité engagée du côté de l'éditeur en cas de diffamation, enfin dans les cas qui sont prévus par la loi de 1881, mais on n'imaginerait pas une presse écrite qui soit soumise à une obligation de respect du pluralisme politique. Donc c'est un choix très différent qui a été fait pour l'audiovisuel en raison de sa construction historique. Donc voilà, on n'est pas dans la situation américaine. Alors je vois bien ici ou là des parallèles qui peuvent être faits entre une chaîne de la TNT et la chaîne américaine Fox News. Bon, je lis la presse et j'entends ce que les observateurs peuvent dire. On n'est quand même pas du tout sur le même modèle. Fox News, je vous rappelle, c'est une rédaction très considérable. C'est 1000 journalistes de mémoire. La chaîne à laquelle on fait référence est beaucoup plus petite. Elle a une tonalité, bien sûr, c'est vrai. Elle a des formats d'émissions qui donnent un poids plus particulier à des éditorialistes qui expriment telle ou telle sensibilité. Mais ça n'empêche que cette chaîne est quand même soumise aux règles du pluralisme et que nous veillons à ce que les personnalités politiques qui sont invitées sur ces plateaux soient traitées de manière équitable. Alors, cher Olivier, Roch-Olivier, j'ai une question sur le premier sujet que tu évoques avant d'aborder le suivant, concernant un phénomène qu'on a vu au-delà des frontières perturber les campagnes électorales, à savoir les phénomènes d'intrusion qui ont pu être problématiques, notamment en 2016 aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, notamment européens, dans les années immédiatement après. Y compris en 2017 en France. Est-ce que le CSA a des dispositifs particuliers, précis, de vigilance pour la future campagne présidentielle de 2022 et quels sont ces dispositifs peut-être nouveaux que vous avez en réflexion et en action de vigilance? Alors, il y a un principe général qui s'impose à tous les éditeurs, que ce soit en radio ou en télévision, et qui se décline dans les conventions que nous signons avec eux, c'est le principe de la maîtrise de l'antenne. L'éditeur doit en toutes circonstances assurer la maîtrise de l'antenne. Et donc, à l'approche des échéances électorales, on a toujours un échange étroit avec les rédactions de l'ensemble des médias. On est amené nous-mêmes à prendre une délibération qui précise les obligations que les médias vont devoir respecter pendant la période électorale. C'est généralement des dispositifs qui se déploient 6 semaines avant le scrutin, alors notamment dans les décomptes de temps de parole et dans la façon dont ils vont couvrir les événements. Donc oui, on a ce dialogue et les chaînes, je dirais, sont quand même très, très rompues à cet exercice. Elles sont déjà en anticipation pour commencer à travailler sur les formats de couverture de l'élection présidentielle. Alors, quand je parlais d'intrusion, Roch-Olivier, quand je parlais d'intrusion, c'était surtout du point de vue de l'intrusion sur le champ numérique, au-delà de ce que font les opérateurs classiques de l'audiovisuel et sans doute avec maîtrise. On a vu des phénomènes nouveaux perturber certaines campagnes électorales et par la voie numérique, par des puissances étrangères, pour être précis. Tout à fait. Alors, on a un dispositif particulier qui résulte de la loi de décembre 2018 que j'ai évoquée tout à l'heure, qui nous donne une compétence particulière à l'égard des médias audiovisuels en période électorale et qui peut nous permettre de couper le signal d'une chaîne de télévision contrôlée par un État étranger dont l'action serait de nature, c'est les termes de la loi, à altérer le résultat du scrutin. Ça visait une chaîne de télévision particulière ayant quelques attaches à l'est du continent. Et donc, en période électorale, ça a été le cas pour la première fois au moment des élections européennes, où on a mis en œuvre pour la première fois ce texte de loi. Donc, on a effectivement procédé à une surveillance, entre guillemets, particulière des programmes diffusés par cette chaîne pour s'assurer on restait dans un cadre normal et qu'on n'était pas sur des actions d'intrusion comme tu viens de l'évoquer, Jean-Philippe. Alors, sur les réseaux sociaux, bon, j'ai rappelé tout à l'heure le cadre juridique qui est le nôtre, qui est un cadre à ce stade relativement limité. Pour ce qui est de la lutte contre les infox,
les plateformes ont l'obligation de déployer un certain nombre de moyens, de dispositifs de signalement, et nous contrôlons la mise en œuvre de ces moyens, mais nous n'avons pas de pouvoir de sanction. D'accord. La loi ne prenne pas en la matière. Ça sera différent pour les contenus haineux sur Internet, où là, si les plateformes ne respectent pas les obligations que la loi séparatisme prévoit de leur imposer, nous pourrons là les sanctionner à hauteur de 4% du chiffre d'affaires mondial, donc avec une capacité de dissuasion qui sera bien évidemment beaucoup plus forte. Et le règlement européen que j'ai évoqué tout à l'heure, le DSA, ira dans le même sens, il prévoira des dispositifs de sanctions. Mais ce qui est vrai, pour répondre toujours à cette question du pluralisme, c'est vrai que ces nouveaux vecteurs changent un peu la donne. Bien sûr, les chaînes de télévision de la TNT auront l'obligation de respecter le principe du pluralisme dans les conditions que j'ai rappelées, mais ça n'empêchera pas telle ou telle formation politique de créer sa propre chaîne YouTube si elle en a envie, ou d'agir sur les réseaux sociaux comme elle l'entend. Et ça, de ce point de vue-là, la loi, en l'état actuel des choses, n'impose pas d'obligation particulière. Une campagne électorale peut se faire par des meetings, peut se faire par une chaîne YouTube, peut se faire par des réseaux sociaux aussi. Donc c'est vrai qu'on a des nouveaux vecteurs, mais ne négligeons pas quand même le poids des chaînes de télévision historiques. Le 20h de TF1 ou le 20h de France 2, ça reste massif. On parle beaucoup des chaînes d'information, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles d'audience quand même. Et donc la force de frappe de ces chaînes de la TNT reste encore quand même très, très forte aujourd'hui, il ne faut pas le sous-estimer. Et donc le fait qu'elle soit soumise aux règles du pluralisme est un élément très important du paysage. Voilà, alors sur l'éducation aux médias, c'est un champ très, très vaste, bien évidemment. Je le disais tout à l'heure, ça doit mobiliser tous les acteurs, donc bien évidemment l'éducation nationale au premier chef, qui déploie, notamment avec le Clémy, une série d'initiatives dans les académies, voilà, pour, dans le cadre des programmes scolaires eux-mêmes, les plus jeunes soient éduqués aux médias, des actions en direction des enseignants. Donc, nous-mêmes, on mène une série d'actions de formation en accueillant des enseignants au CSA ou en allant dans les académies. On a mis à disposition des enseignants des kits qu'on peut trouver sur notre site, voilà, sur des thématiques liées à l'éducation aux médias. On voit bien que c'est vraiment savoir utiliser tous ces vecteurs, tous ces outils, c'est effectivement très important, y compris pour les parents. On a mené à la demande du gouvernement avec nos homologues de l'ARCEP un travail sur la mise en place des outils de contrôle parental, par exemple. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que ces outils sont très peu utilisés en réalité par les familles. On a créé avec l'ARCEP une plateforme d'information qu'on a montée avec tous les opérateurs concernés. Mais c'est assez étonnant. On achète un portable, un smartphone pour des jeunes à partir de 10-12 ans maintenant, sans veiller à ces outils de contrôle parental. Donc voilà, toutes ces questions d'éducation aux médias, elles sont bien sûr centrales dans notre paysage. Merci beaucoup d'évoquer effectivement ce chantier qui est aussi en devenir, en développement, avec des innovations aussi en éducation des médias qui sont importantes. Un ami de la revue civique, François Ernenwein, qui représente le journal La Croix, aimerait poser une question. Je pense que c'est même possible oralement, je pense, on va voir. Merci François, si tu es disponible en audio, comme on dit. Ah, ça ne vient pas, mais ça va venir, me dit-on. C'est vous qui devez désactiver, m'ouvrir la possibilité. Merci. Non, mais ça ne fait rien, sinon je vais poser la question discrètement. Voilà. J'ai deux questions qui relèvent toutes les deux de votre activité de régulation qui est au cœur de votre travail. J'ai une question pratique. Comment est-ce que concrètement le CSA travaille actuellement sur le regroupement des médias
en cours à l'approche de la présidentielle. Comment est-ce que vous vous saisissez des dossiers? Et puis la deuxième question, beaucoup plus générale, que j'avais déjà posée légèrement à Cédrico la fois dernière, c'est je vois bien toute l'activité de régulation en direction des GAFA, mais ça bute quand même sur une question, je pense à Twitter et à Facebook. Leur audience repose sur le scandale et leur modèle économique se nourrit du scandale. Est-ce que la régulation est en mesure d'interrompre une dynamique économique de cette ampleur-là? Au fond, c'est le clic qui fait Facebook et Twitter. Et donc, comment est-ce qu'on peut réguler la logique économique qui est au socle de ces deux plateformes? Voilà mes deux questions. Merci. Alors, la première question est bien sûr très, très importante. Le pluralisme que j'ai évoqué tout à l'heure, donc, on le retrouve dans la loi de 86 à la fois sous l'angle du pluralisme politique et donc de l'obligation de respecter le pluralisme des courants de pensée et d'opinion et la mission qui incombe au CSA de veiller au respect de ce pluralisme. Mais on le trouve aussi dans d'autres règles qui sont notamment le fait qu'un acteur privé ne peut pas détenir plus de 40% du capital d'une société de télévision, de l'audiovisuel, d'une chaîne de télévision. On les voit également avec des seuils anti-concentration, je ne vais pas les exposer ici, multiples, pour limiter les effets de cumul et de position dominante, si je puis dire. Et puis, on les voit dans un dispositif particulier qui est que le changement d'actionnariat, le changement de contrôle d'un opérateur est soumis à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, chaque fois qu'il y a un mouvement de capital qui se fait dans une entreprise titulaire d'une autorisation, elle est soumise à l'approbation du CSA. Donc, vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a pas mal d'opérations qui concernent les télévisions locales, avec notamment un groupe privé, le groupe Altis, qui s'investit de façon croissante sur ces médias de proximité. Chacune de ces opérations est soumise au contrôle du CSA. Donc, sur celle à laquelle vous faites allusion, donc le fait que le groupe Bertelsmann a annoncé son souhait de céder sa participation dans le groupe M6, eh bien, c'est une opération, si elle se fait, si elle est enclenchée, qui sera soumise à l'approbation du Conseil. Le Conseil ne statuera d'ailleurs en la matière, quand il en sera saisi, qu'après que l'autorité de la concurrence elle-même se soit prononcée. Donc il y a vraiment des outils de contrôle. Et si vous suivez ces affaires, vous avez vu que le président d'M6 a été entendu hier en audience publique, ainsi que la présidente de l'autorité de la concurrence au Sénat. Et le président d'M6 soulignait combien les contraintes réglementaires étaient fortes, pour s'en plaindre d'ailleurs, à l'égard de ce type d'opération. Donc voilà, donc, bien sûr, on les suit attentivement. On n'est pas encore formellement saisi. Bertelsmann lui-même n'a pas encore fait connaître son choix pour la suite des opérations, mais on sera naturellement présent dans ce dispositif. Alors, sur le deuxième point, moi j'entends bien sûr ce que vous dites sur le scandale moteur de la richesse d'une certaine façon, mais ça n'empêche, ces acteurs ne peuvent pas véhiculer des contenus illicites. Le principe, il doit être là, et il doit être très clairement posé et avoir un régime de responsabilité qui fait que ces acteurs doivent éliminer de leur plateforme des contenus illicites ou des contenus, comme disent les anglo-saxons, des harmful contents. Et voilà. Et je pense quand même, je mettrai un bémol par rapport à votre intervention, je pense que le scandale a des limites. Il y a un moment où le modèle économique de ces acteurs est affecté s'ils ne prennent pas des mesures appropriées pour justement ne pas altérer l'image. Être une plateforme dont l'image est liée au véhicule de contenu haineux n'est pas nécessairement positif. Et on a vu des campagnes d'entreprises qui ont refusé
de confier des budgets publicitaires à ces acteurs parce qu'elles ne voulaient pas que leur image soit associée justement au scandale. Il y a beaucoup d'acteurs qui fonctionnent comme ça. J'avais été très frappé de recevoir il y a 2 ans le responsable de la plateforme LinkedIn, une plateforme qui est beaucoup utilisée par des acteurs de l'entreprise et qui nous disait pour nous, en termes d'image, pour notre plateforme, la lutte contre les contenus haineux est absolument vitale parce qu'on ne veut pas que l'image de notre plateforme soit associée à ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a encore du chemin à parcourir. Hein. Et ensuite, il y a des acteurs qui ont plus de possibilités d'action que d'autres. Je pense qu'un Facebook, qui a un chiffre d'affaires, comme vous le savez, absolument colossal, a une capacité de modération, soit par l'intelligence artificielle, soit par ses centres de ressources humaines, de modération humaine, une capacité d'action qui est très grande. Un Twitter dont le modèle économique est plus fragile, on voit bien, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je l'ai expérimenté moi-même, du fait des fonctions que j'occupe. Ça m'arrive régulièrement d'être interpellé sur Twitter, pas toujours de façon aimable. Ça m'est arrivé de signaler des contenus sur la plateforme et j'ai vu, ça m'est arrivé souvent de constater que la réactivité n'était pas encore toujours celle qu'on aurait pu espérer. Mais votre raisonnement, votre pari, c'est leur capacité à s'amender. Moi, je pense, que les cadres législatifs sont en train de bouger, hein, donc très clairement en Europe, avec les 2 règlements, le DMA et le DSA, qui sont en cours de gestation, que la France espère faire aboutir l'année prochaine au moment de la présidence française de l'Union. Peut-être un petit peu optimiste, mais en tout cas, il y a une vraie volonté des commissaires européens compétents, et notamment de Thierry Breton, d'avancer. L'administration Biden est à l'évidence en mouvement en la matière. Et je crois que les plateformes elles-mêmes se sont mises en mouvement. Voilà. Ce qu'on n'accepte plus depuis longtemps à la télévision ou à la radio, parce que c'est précisément des médias régulés, on l'accepte de moins en moins sur Internet, parce que nos enfants sont connectés dessus, parce que nous-mêmes, on peut être heurtés et choqués aussi par ce qu'on y voit. Donc la tendance, me semble-t-il, sera celle d'une régulation et d'une modération croissante de ces acteurs. Donc, je ne peux pas m'empêcher, mais c'est mon tempérament d'être optimiste et confiant. Optimiste. Merci en tout cas à la fois François Arnhenwein pour ces questions et Roch-Olivier Maistre pour ces réponses. On aborde vraiment la fin de notre séquence pour libérer nos amis à l'heure convenue, même si on peut dépasser de quelques minutes quand même. Martial va pouvoir peut-être poser soit une question, soit une problématique de conclusion. Il y avait 2-3 questions que j'énonce rapidement de nos amis présents. Donc, Pierre-Henri Bonneau pose la question des données disponibles par le CSA, rendues disponibles par le CSA. Est-ce qu'il y a une politique du CSA pour la mise à disposition de ces données, d'une part? Une question de Michael Simoes, par ailleurs, qui pose la question de la coopération entre le CSA et l'institution judiciaire, qui est un vrai sujet. Et on a vu l'action que vous avez pu mener, vous pourrez peut-être la mettre en exemple dans une période récente. Et puis enfin, un jeune de 20 ans qui est parmi nous demande quel est le dispositif, y en a-t-il pour les nouvelles plateformes streaming de type Twitch, par exemple? Alors là, merci de la question sur la relation avec l'institution judiciaire. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc, on a 2 régimes de responsabilité distincts. La loi de 86 a instauré un régime de responsabilité spécifique pour les éditeurs de chaînes de radio et de télévision. C'est le dispositif que nous mettons en œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, quand un éditeur manque à ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, le CSA peut diligenter une procédure de mise en demeure d'abord et éventuellement de sanction, mais c'est une mise en demeure ou une sanction qui ne porte que sur l'éditeur. Et puis, par ailleurs, donc, on a les dispositions de la loi de 1881, bien connues, sur la diffamation, l'incitation à la haine, l'incitation à la discrimination, qui relèvent du juge judiciaire. Alors, depuis que je suis président, on a un petit peu innové, puisqu'on a joué sur les 2 registres. On a à la fois mis en œuvre le régime propre de responsabilité de l'éditeur quand il manquait à ses obligations,
mais il nous est arrivé à plusieurs reprises, il m'est arrivé en tant que président de l'institution, de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale pour que les deux voies, la voie de la responsabilité administrative devant nous, de l'éditeur, et la voie de la responsabilité judiciaire de l'auteur des propos soient engagées de façon simultanée. Et donc, voilà, les deux ont pu fonctionner. Vous avez vu que nous avons prononcé récemment une sanction financière importante sur une chaîne d'information. Par ailleurs, le procureur de la République lui-même avait diligenté une enquête et on va voir maintenant la suite de cette enquête si les personnes concernées vont être envoyées devant le tribunal. Donc voilà, les deux voies, ces deux régimes de responsabilité distincts, mais qui peuvent cheminer de façon parallèle. Alors sur les plateformes de streaming, on a beaucoup évoqué ce matin les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu. On n'a pas parlé, et on aurait pu en parler, des plateformes de streaming, des plateformes de vidéo, notamment de vidéos par abonnement. Je les évoque parce que dans la grande transformation du CSA, c'est une des transformations majeures qui s'opère cette année à la suite de la transposition d'une directive européenne qui s'appelle la directive SMA, Services médias audiovisuels. Nous allons faire rentrer cette année dans le champ de la régulation les grandes plateformes de vidéos par abonnement, donc que sont Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple, qui vont se voir imposer, il y a un décret qui est en cours de finalisation, qui vont se voir imposer des obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Et le CSA donc, sera amené à conventionner ces acteurs et à veiller au respect de ces obligations de financement. Donc, vous voyez, le CSA va changer d'appellation cette année pour devenir l'ARCOM. Son périmètre d'intervention s'élargit très considérablement aux plateformes de vidéo, aux réseaux sociaux. Son organisation se transforme également, puisqu'on va récupérer la compétence de lutte contre le piratage. Et donc, l'organisation de nos services se transforme. On a créé tout récemment une direction des plateformes en ligne, précisément pour mettre en œuvre ces nouvelles compétences. Donc, c'est vraiment une période de mutation. 30 ans après sa création, voilà, le CSA est vraiment, je pense que le mot mutation est le bon. J'ai peut-être oublié une question. Peut-être sur les données, mais Martial va nous donner peut-être, sinon les données, mais en tout cas le mot de la fin et de conclusion. Mais en tout cas, merci beaucoup, Roch-Olivier Maistre, pour cette présence dans une période pourtant très sollicitante pour ton institution. Et nous aurons d'ailleurs, je le précise, comme prochain invité jeudi prochain, l'ancien président de la République, François Hollande, que nous aurons sur ces questions de confiance appliquées aux politiques. Et il y a évidemment beaucoup non seulement de réflexion, mais de propositions à faire pour restaurer la confiance vers la politique. Merci, Roch-Olivier. Merci à vous de votre invitation et bravo pour ce que vous faites ensemble. Oui, mais je ne serai pas plus long, simplement parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, le temps de vous remercier à la fois de la qualité de cet échange. Et je crois que vous avez raison d'indiquer qu'il ne faut jamais oublier que le principal support d'information des Français reste la télévision. Et malgré la montée en puissance d'autres supports, mais la télévision et les supports massifs, et en temps de période de campagne électorale, le rôle des régulateurs est important vis-à-vis de ce média. Et je crois que vous avez alimenté, vous avez même fait une suggestion concernant la confiance vis-à-vis notamment des API. Je crois que c'est un point sur lequel nous allons réfléchir pour savoir comment on peut intégrer cela dans les prochaines vagues du baromètre de la confiance politique CEVIPOF. Et voilà, donc il est 11h05. Vraiment un très grand merci à vous, Roch-Olivier Maistre, merci Jean-Philippe et l'ensemble des participants. Nous étions une cinquantaine en début de webinaire. Et donc rendez-vous est pris, comme l'a indiqué Jean-Philippe, la semaine prochaine avec l'ancien président de la République, François Hollande. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt.